Par un matin froid dans Oslo occupé, une jeune femme se tenait à côté de son père dans un tram bondé. Ils étaient des étrangers. Il ne reconnut pas sa propre fille, et elle ne pouvait pas le reconnaître. Un mot de travers, un moment de faiblesse, et des années de travail s'effondreraient. Pire encore, des gens mourraient. C'était la réalité quotidienne d'Anne-Sophie Stved. À seulement 22 ans, elle était le commandant en second de l'organisation de renseignement la plus réussie de Norvège. 3000 agents dans le sud de la Norvège prenaient ses ordres. Seulement, ils ne le savaient pas. Pour eux, elle était Aslak, un nom d'homme, un fantôme qu'ils n'avaient jamais rencontré. Quand la Gestapo est venue la chasser à l'automne 1942, Stved a disparu. Elle s'est effacée si complètement que même en se tenant à quelques centimètres de son propre père dans ce tram, elle était invisible. Voici son histoire oubliée. Le 9 avril 1940, l'aube se lève sur Oslo. Anne-Sophie est une étudiante en chimie de 20 ans à l'université d'Oslo. À l'heure du déjeuner, son pays n'existe plus. L'opération Weserübung, l'invasion éclair de la Norvège par l'Allemagne, frappe simultanément toutes les grandes villes. Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik, tout attaqué en même temps. La Luftwaffe remplit le ciel pendant que des parachutistes sautent sur les aérodromes autour de la capitale. Le croiseur lourd Blücher remonte le fjord d'Oslo, rempli de troupes et d'officiers de la Gestapo. Les batteries côtières norvégiennes ouvrent le feu avec tout ce qu'elles ont. 2 coups directs. Le navire brûle, se retourne et coule dans les eaux froides du fjord. Plus d'1 millier d'Allemands meurent en quelques minutes. Cela donne juste assez de temps au roi Haakon VII et à son gouvernement pour s'échapper vers le nord avec les réserves d'or. Finalement, ils atteignent Londres et établissent un gouvernement en exil. Mais la Norvège tombe quand même. Le 10 juin 1940, toute résistance militaire a cessé. Vidkun Quisling, dont le nom deviendra synonyme du mot « traître », tente de prendre le pouvoir pour les nazis. Le commissaire du Reich allemand, Joseph Terboven, prend le contrôle et l'occupation commence. Et elle est brutale. Un soldat allemand pour 8 Norvégiens, l'occupation la plus lourdement fortifiée de toute l'Europe. La plupart des jeunes Norvégiens espéraient que les choses reviendraient à la normale d'une manière ou d'une autre, malgré l'occupation. Pas Stved. En quelques mois, elle écrit et distribue des journaux clandestins dans tout Oslo. C'est un travail dangereux. La lecture de ces journaux devient un crime capital en octobre 1942. Plus de 60 personnes seront exécutées pour leur implication dans l'édition clandestine. 150 autres mourront dans des camps de concentration. Mais la presse clandestine remplit un objectif vital pour la résistance norvégienne. Les radios sont confisquées ou rendues illégales. Les journaux distribuent donc les nouvelles de la BBC et contrecarrent la propagande nazie. Ils publient des messages du roi Haakon à Londres et maintiennent l'identité norvégienne en vie sous l'occupation allemande. Et ils attirent l'attention d'Estved sur une personne très importante du mouvement de résistance naissant. Juillet 1940, une nouvelle organisation se forme à Oslo. Son nom est IXU. X pour inconnu, U pour agent infiltré. Fondée par Laurit Sand, qui avait travaillé pour les services de renseignement britanniques dans les Indes orientales néerlandaises. Il sait comment construire un réseau d'espionnage qui peut survivre à la surveillance de la Gestapo. À l'automne, il recrute massivement à l'université d'Oslo. Des étudiants en chimie, des ingénieurs, des personnes à l'esprit scientifique qui peuvent mémoriser des cartes, prendre des notes détaillées, repérer des schémas dans les mouvements allemands. Des jeunes que les Allemands pourraient considérer comme des étudiants inoffensifs. C'est là que IXU trouve sa force. IXU ne ressemble pas à la plupart des groupes de résistance. Ils ne font pas sauter de choses, ne tentent pas d'embuscade aux patrouilles. Ils observent, ils enregistrent, ils se souviennent de chaque détail. Des troupes allemandes se déplaçant dans une gare. IXU note les marquages de l'unité, l'équipement, la direction dans laquelle ils se dirigent. Tout va dans les rapports. Des fortifications en construction sur la côte. IXU les dessine avec des mesures précises. Des dépôts de ravitaillement, des dépôts de munitions, des postes de commandement. Rien n'échappe à leur attention. Ces renseignements circulent à travers un système sophistiqué de coursiers à travers la frontière suédoise, puis jusqu'à Londres. Les services de renseignement britanniques obtiennent des informations détaillées et précises sur chaque unité allemande en Norvège. Et les Allemands n'ont aucune idée de l'existence de IXU. L'organisation utilise une structure cellulaire stricte. La plupart des agents ne connaissent même pas le nom de IXU. Ils connaissent une personne de contact, peut-être 2. C'est tout. Les informations circulent de haut en bas par des boîtes aux lettres mortes anonymes et des messages codés.
Un cas célèbre, deux agents de XU qui avaient travaillé ensemble pendant des années se sont finalement rencontrés après la fin de la guerre. Pendant toute l'occupation, ils ne s'étaient reconnus que par leurs chaussures lors de brèves rencontres. Il s'est avéré qu'ils étaient des amis proches en dehors du réseau et ne l'avaient jamais su. Décembre 1941, XU recrute Anne-Sophie Stved. Elle a 21 ans. Son travail dans les journaux clandestins a prouvé sa fiabilité et son courage sous la pression. Sa formation en chimie lui donne l'esprit analytique dont ils ont besoin pour le travail de renseignement. Et elle a autre chose, la capacité de disparaître à la vue de tous. Elle gravit rapidement les échelons de l'organisation. Au printemps 1942, la Gestapo prend conscience de l'existence de XU. Ils ne savent pas ce que c'est, qui le dirige ou se cachent les chefs, mais ils savent que c'est dangereux et que cela fournit des renseignements à Londres. Des opérations commencent pour identifier et arrêter les dirigeants. En juillet 1942, plusieurs chefs de cellules d'Oslo s'enfuient en Suède pour échapper aux coups de filet. Arvid Storsveen, l'un des membres fondateurs, y installe son quartier général. Il continuera d'entrer et de sortir de Norvège pendant des mois, coordonnant les opérations depuis l'autre côté de la frontière. En avril 1943, la Gestapo le rattrape enfin à Oslo. Il le tue lors de son arrestation, au cours d'une fusillade. Il ne parle jamais sous la torture, ne révèle jamais son rôle dans XU, ne donne jamais un seul nom à ses interrogateurs. C'est ce genre de discipline qui maintient XU en vie. Cela crée un vide dangereux. Qui va diriger XU maintenant? Andre Eystein Esterenes. Il est jeune, brillant et assez courageux pour prendre le commandement de XU depuis Oslo occupé. Et il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui peut diriger tout le réseau du Sud lorsqu'il voyage ou rencontre des contacts. Quelqu'un qui ne craquera pas sous la pression. Il choisit Stved. À 22 ans, elle devient commandant en second. Commandant adjoint d'environ 3000 agents de renseignement répartis dans le sud de la Norvège. La plupart d'entre eux n'ont aucune idée de qui elle est. Ils ne savent certainement pas que c'est une femme au début de la vingtaine. Pour eux, elle est Aslak, un nom de code, un nom d'homme qui dissimule son identité. Les ordres viennent d'Aslak. Les renseignements affluent vers Aslak. Mais personne ne rencontre Aslak en personne. Le système fonctionne parce que tout le monde suit les règles de compartimentation sans poser de questions. Et puis la Gestapo vient la chercher. Automne 1942. Quelqu'un parle. Pas délibérément, peut-être sous la torture. Peut-être qu'ils ont laissé échapper quelque chose lors d'un interrogatoire. Mais la Gestapo a maintenant un nom. Anne-Sophie Stved. Ils savent qu'elle est impliquée dans quelque chose de grand. Ils agissent vite. 45 officiers de la Gestapo encerclent son immeuble dans une opération massive. Toutes les entrées sont bloquées. Toutes les cages d'escalier sont gardées. L'appartement lui-même est sous surveillance. Ils ne prennent aucun risque. C'est la plus grande opération unique contre un membre présumé de la résistance depuis des mois. Mais elle n'est pas là. Quelqu'un l'a prévenue quelques minutes, peut-être une heure avant le raid. Elle n'emporte rien. Laisse tout derrière elle. Ses livres, ses vêtements, toute sa vie. Anne-Sophie Stved prend fin en un instant. Elle sort dans Oslo occupé et disparaît complètement. Ce qui suit est extraordinaire. Pendant les 2 ans et demi suivants, jusqu'à la fin de la guerre en mai 1945, elle vit sous une identité complètement fausse. Elle prend un nouveau nom, de nouveaux papiers, un nouveau passé, une nouvelle histoire de vie. Et elle la maintient parfaitement. Ne sort jamais de son rôle. Elle dirige toujours XU, rencontre toujours des contacts, reçoit des rapports, envoie des informations en Suède par le réseau de coursiers. La pression est inimaginable. Pourtant, elle ne flanche jamais. La solitude est écrasante. Elle ne peut pas contacter sa famille, ne peut pas dire à ses amis qu'elle est en vie, ne peut aller nulle part de familier ou rencontrer quelqu'un de son ancienne vie. Une personne qui la reconnaît pourrait tout détruire. 3000 agents seraient exposés. Tout le réseau s'effondrerait. Et puis ça arrive, ce moment dans le tram. Son père monte un matin et se tient juste à côté d'elle dans la voiture bondée. Elle le reconnaît instantanément. Voit-il quelque chose de familier dans son visage? Un geste? La façon dont elle se tient ou se comporte? Rien. Il n'en a aucune idée. Elle est devenue si complètement quelqu'un d'autre que même son propre père ne la reconnaît pas. C'est le prix de son secret. C'est ce que coûte le commandement quand on est invisible. Le moment passe et il reste des étrangers. Pendant ce temps, XU produit des renseignements à un rythme stupéfiant. À la fin de la guerre, il génère environ 500 pages de rapports détaillés chaque jour. Mouvements de troupes, plans de fortification, routes de ravitaillement,
déploiement naval, position d'avion, tout ce dont les Alliés ont besoin pour maintenir la pression sur les forces allemandes en Norvège. Ces renseignements s'avèrent vitaux pour les raids de bombardement stratégiques alliés. Ils auraient été inestimables si une invasion avait été nécessaire. Et peut-être plus important encore, des membres de XU servent de coursiers pour l'agent du Mi-5 Paul Rosbaud, qui se trouve à l'intérieur du programme d'armes nucléaires de l'Allemagne nazie, fournissant des informations aux Britanniques. Rosbaud fournit des informations vitales sur la recherche atomique allemande. Les renseignements qu'il fournit, sortis clandestinement par le réseau de coursiers de XU en Suède puis à Londres, aident les Alliés à comprendre que les Allemands sont loin de construire une bombe atomique. Cette information affecte la planification stratégique alliée au plus haut niveau. Et la Gestapo ne comprend toujours pas ce qu'est XU ni comment il fonctionne. Après la guerre, des documents de la Gestapo capturés révèlent qu'ils n'avaient pratiquement aucun renseignement sur l'organisation. Pas de liste de membres, pas de structure organisationnelle, aucune idée réelle de sa taille, de sa portée ou de ses capacités. XU n'a jamais perdu un agent par trahison pendant toute la guerre. La structure cellulaire a tenu. 1500 agents à la fin de la guerre, opérant à travers la Norvège. L'organisation de renseignement la plus réussie de Norvège. Et la Gestapo n'est jamais arrivée à la démanteler. C'est la mesure de la qualité avec laquelle Stved et Esternes ont dirigé l'opération. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. La Norvège est libre après 5 ans d'occupation brutale. Pour Stved, le soulagement doit être immense. 2 ans et demi de peur constante, de vigilance constante, de ne jamais pouvoir se détendre, de ne jamais pouvoir être elle-même avec qui que ce soit. Maintenant, elle peut sortir de sa cachette, reprendre sa véritable identité, voir sa famille, leur dire qu'elle est en vie, expliquer où elle a été, ce qu'elle a fait. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Après la guerre, de nombreux membres de XU se rencontrent pour la première fois sans déguisement ni nom de code. Ils apprennent enfin avec qui ils ont travaillé, qui leur a donné des ordres, qui a dirigé l'opération depuis Oslo occupée. Pour des centaines d'agents de XU, c'est un choc. Leur commandant, Aslak, la personne qui a coordonné les opérations dans le sud de la Norvège, était une femme au début de la vingtaine. Certains récits suggèrent que certains subordonnés masculins ont eu du mal à accepter cela. Ils avaient pris des ordres de quelqu'un qu'ils supposaient être un homme. Découvrir le contraire a remis en question leurs hypothèses sur le leadership, sur le genre, sur ce que les femmes pouvaient faire en temps de guerre. Cela ne correspondait pas du tout à leurs attentes, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Sous la direction d'Estved et de Esternes, XU avait été d'une efficacité dévastatrice. L'organisation n'avait jamais été compromise. Les renseignements avaient été de premier ordre. Les résultats étaient indéniables, quelles que soient les idées préconçues de chacun sur les commandantes. En été 1945, elles se rendent à l'Université de Californie, à Berkeley, pour étudier la chimie, pour enfin terminer ce que la guerre a interrompu 5 ans plus tôt. Également à Berkeley, étudiant avec une bourse similaire, se trouve Istan Esternes, son ancien commandant, l'homme qui lui a confié l'avenir de XU. Ils se marient, construisent une vie ensemble en Amérique pendant plusieurs années, retournent en Norvège en 1951 et s'installent dans la vie civile. Et voici la chose remarquable. Malgré son service extraordinaire en temps de guerre, Stved refuse toutes les décorations, tous les honneurs, toute reconnaissance publique. Le gouvernement norvégien a voulu lui décerner des médailles pour son service. Elle a refusé. Des collègues ont suggéré des commémorations et une reconnaissance publique. Elle a refusé. Pendant 64 ans après la guerre, elle a vécu tranquillement en Norvège sans chercher ni accepter de reconnaissance pour ce qu'elle avait fait. Pourquoi a-t-elle refusé la reconnaissance? Peut-être parce que le vrai leadership n'a pas besoin de médailles ou de reconnaissance publique. Peut-être parce que son service lui avait déjà coûté assez cher. Sa jeunesse, son éducation, 2 ans et demi de sa vie à vivre comme quelqu'un d'autre. Elle avait déjà assez donné. Ou peut-être parce qu'elle a compris quelque chose de fondamental sur le travail de renseignement. Que le meilleur travail de renseignement est invisible. Que les commandants les plus efficaces sont ceux que personne ne connaît. Elle avait passé la guerre à être Aslak, un nom, un fantôme. Peut-être voulait-elle le rester. XU lui-même est resté classifié pendant des décennies après la guerre. Son existence n'a été révélée au public norvégien que vers 1980. À ce moment-là, de nombreux membres étaient âgés. Certains étaient déjà morts. Le secret avait servi un but pendant la guerre froide, mais il a aussi créé des problèmes. Certains membres de XU ont été condamnés comme collaborateurs lors de procès pour trahison après la guerre. Ils ne pouvaient pas révéler leur véritable travail sans violer les secrets officiels. Des agents doubles, tenus au secret, ont été qualifiés de traîtres. Leurs noms n'ont été blanchis qu'après 1980,
lorsque la vérité a finalement éclaté. En 2006, la quasi-totalité des documents de XU ont été déclassifiés et communiqués aux historiens. Les historiens ont enfin pu raconter toute l'histoire sans restriction. Et c'est là que le rôle d'Estved est devenu complètement clair pour le public. L'étendue de ce qu'elle avait fait, la responsabilité qu'elle avait portée, les risques qu'elle avait pris. Elle est décédée le 16 novembre 2009 à l'âge de 89 ans à Sandvika, en Norvège. Sa nécrologie était brève. Elle mentionnait son travail avec XU, son mariage avec STNS, sa vie de chimiste après la guerre. Mais elle ne pouvait pas capturer ce qu'elle avait vraiment fait. À 21 ans, alors que la plupart des gens de son âge étaient étudiants ou commençaient leur carrière, elle commandait des opérations de renseignement dans la moitié de la Norvège, menait une double vie, dirigeait des agents, coordonnait avec les services de renseignement britanniques, tout cela pendant que la Gestapo la chassait avec 45 bureaux et des ressources illimitées. Elle s'est tenue à côté de son père dans un tram et il ne l'a pas reconnu. Ce n'est pas seulement du bon travail d'espionnage. C'est un effacement complet de soi. C'est devenir quelqu'un d'autre si complètement que même l'amour ne peut pas pénétrer le déguisement. Et elle n'a jamais craqué. Pas une seule fois en 2 ans et demi. Pensez-y un instant. Chaque conversation, un piège potentiel. Chaque visage familier, un risque. Chaque coup à la porte peut être la Gestapo. Pendant 900 jours. La plupart des gens ne pourraient pas supporter 9 jours de cette pression, sans parler de 900. Stved l'a supporté pendant toute la durée de la guerre. Son histoire remet en question nos hypothèses sur l'héroïsme. Nous pensons aux héros de guerre comme des gens qui chargent des mitrailleuses ou qui effectuent des missions dangereuses. Des gens qui font des choses spectaculaires et visibles qui sont rapportées dans les journaux et commémorées par des monuments. Mais parfois, l'héroïsme le plus difficile est invisible. C'est le coursier qui passe devant les points de contrôle allemands avec un microfilm caché dans un tube de rouge à lèvres. L'opérateur radio qui envoie des messages, sachant que l'équipement de radiogoniométrie se rapproche de sa position. Le membre de la résistance qui maintient une identité de couverture si parfaitement que sa propre famille ne le reconnaît pas. C'est la jeune femme qui commande des milliers d'hommes et n'en parle jamais à personne. L'histoire d'Estved met également en lumière quelque chose que les historiens n'ont que récemment commencé à documenter de manière approfondie. Les contributions des femmes au mouvement de résistance de la Seconde Guerre mondiale ont été systématiquement sous-estimées pendant des décennies. Les récits se concentraient sur les hommes. Des commandants masculins, des saboteurs masculins, des héros masculins. Les femmes étaient mentionnées comme coursières, infirmières, personnel de soutien, des rôles importants certes, mais rarement des postes de direction. Pourtant, dans toute l'Europe occupée, des femmes occupaient des postes de commandement cruciaux. Elles dirigeaient des réseaux, coordonnaient des opérations, prenaient des décisions de vie ou de mort au quotidien. Le secret entourant des organisations comme XU a rendu les femmes encore plus invisibles. Il a fallu des décennies pour que toute l'histoire émerge. Et même maintenant, nous ne la connaissons probablement pas en entier. Le fait que la Gestapo n'ait jamais démantelé l'organisation, n'ait jamais identifié la plupart de ses membres, n'ait jamais compris sa véritable taille ou ses capacités, c'était son héritage. Le renseignement plutôt que la violence, le cerveau plutôt que les muscles, la patience plutôt que l'action. Ce sont les principes qui ont guidé XU sous sa direction. Et ils ont brillamment fonctionné. La solitude, la discipline, l'engagement absolu envers une cause plus grande qu'elle-même. Elle a renoncé à son identité pour protéger son pays. Et quand la guerre a pris fin, elle a tranquillement reconstruit sa vie sans exiger de reconnaissance pour ce qu'elle avait sacrifié. C'est ça, le leadership. C'est ça, le service. C'est ça, l'héroïsme dans sa forme la plus pure. Invisible, indéniable, inoublié.